Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adaptia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, vous dire de bien vous couvrir et de vous réchauffer, répondre à vos questions et puis essayer de résoudre des éventuels problèmes techniques qui peut-être la chute de neige ou le grésil, enfin on ne sait pas. Si vous nous regardez en direct, eh bien, vous aurez le plaisir de pouvoir poser vos questions à Valérie à la fin de cette vidéoconférence ou d'apporter vos témoignages. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le lien movadom.eventbrite.com pour vous inscrire et nous rejoindre en direct. Aujourd'hui, donc, on va parler de comment voyager en hiver avec Valérie. Donc Valérie, je te laisse te présenter. Si tu arrives à prendre le contrôle avec ta souris et tes moufles sur ton Voilà, c'est ça. ordinateur. Alors, pour reprendre, tac, 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 le Un petit contrôle. bouton contrôler. Ouais, contrôler, qui est juste en haut. Hop, hop, Nickel. hop. Parfait. Nickel, super. Bah écoutez, bonjour à tous. Donc voilà, je me suis mise en tenue, j'ai les moufles, le bonnet, etc. Mais le bonnet, il va peut-être falloir que je le pose quand même, puisqu'on va se parler effectivement de voyage en hiver. Donc, je suis Valérie Durin, je suis la créatrice d'une agence spécialisée pour les retraités qui s'appelle Travelage. Mon métier, c'est à la fois de créer des séjours, donc d'être tour opérateur et de les vendre et de les organiser. Donc, je suis aussi agent de voyage. Voilà, donc on va faire un petit voyage un peu varié parce que j'ai peut-être mis le bonnet et les moufles, mais en fait, on va parler à la fois d'hiver et de la neige, mais on va aussi parler de soleil, hein, parce qu'on peut aussi trouver des destinations soleil en plein hiver. Alors, je quitte juste un instant mon bonnet quand même. Voilà, ça va être plus pratique pour moi, pour vous entendre en plus. Voilà, donc quand on parle de voyage en hiver, bah, évidemment, on pense, tout de suite à l'idée de pouvoir rester un peu actif, hein, pendant cette, période, hein, qui n'est pas toujours très très simple. On a un peu envie d'hiberner, voilà, de rester au chaud, peut-être de plus trop bouger, alors qu'en fait, l'idéal, ça serait de pouvoir continuer évidemment à bouger pour pouvoir rester, tonique, voilà, en forme et puis en état de découverte, hein, ce que nous procure, le voyage. Donc, tout de suite, les images qui viennent en tête, c'est évidemment, toutes les joies de l'hiver avec, la neige, le chalet, les fondus savoyardes, les promenades en raquettes, le ski et cetera. Donc c'est un petit aspect effectivement de ce thème de visioconférence qu'on va, découvrir aujourd'hui. Mais on a aussi, l'autre côté, l'autre versant qui est de d'avoir envie peut-être, d'échapper, à l'hiver, à ses rigueurs et de trouver en fait des destinations soleil, hein. Voilà, c'est une très bonne idée d'aller chercher le soleil aussi en plein hiver. Et puis, on j'ai pensé aussi, de vous parler, d'une destination très lointaine, une destination effectivement, dans l'hémisphère, sud, puisque les saisons étant inversées, voilà, c'est plein soleil, plein été à ce moment-là. Et puis, voyager hors saison, alors ça, c'est un des thèmes de visioconférence que j'ai déjà animé, c'est aussi peut-être la possibilité, d'avoir, de trouver en fait des tarifs plus intéressants, plus avantageux, sur un certain nombre de destinations. Voilà, par contre, je vous redonnerai pas ces informations-là. Elles sont toujours disponibles dans les replays, voilà, des visios ou alors peut-être à nouveau pour une prochaine fois. Donc je vais vous faire un petit tour, voilà, entre certaines destinations, des suggestions de ce qu'on peut faire effectivement, en hiver en termes de voyage. Donc c'est ce que je vous disais, la première re des choses à laquelle on pense en fait, ce sont les sports d'hiver, hein, immanquablement. Voilà, il y a des personnes qui ont une appétence effectivement pour, voyager en hiver, aller à la montagne. On est très riche en plus en si on prend juste le territoire français en termes de domaines, skiables, hein. Mais il y a peut-être des personnes que ça ne motive pas et c'est peut-être aussi le moment en fait d'aller faire du tourisme dans nos villes. Moi je trouve que c'est une période qui est intéressante parce qu'on les redécouvre, voilà, du fait, de leurs, nouveaux vêtements, lumineux, à la fois les marchés de Noël dont on entend beaucoup parler, qui sont beaucoup développés, les spectacles aussi, les spectacles de fin d'année, les jolies vitrines. Donc ça, c'est peut-être une autre façon aussi d'aborder le tourisme. On peut se poser dans une ville quelques jours et prendre le temps de la découvrir en hiver. Ça a un certain nombre, d'avantages à cette saison.
Voilà et puis, quand on a toujours envie effectivement de se dépayser, avec, une découverte, j'allais dire, d'un nouveau territoire, on a quand même des îles, assez, proches, qu'on peut aller, vers lesquelles on peut se tourner, avec des j'allais dire des paysages, un climat en fait qui soit, agréable et à cette saison de l'année en plus, vous avez quand même moins de monde, donc plus de facilité à vous déplacer et à faire des activités avec, moins de personnes, autour de vous. Voilà, donc je vais commencer donc par le temps des sports d'hiver. Donc j'ai gardé mes mitaines, j'ai posé les bâtons, j'ai garé le traîneau et les chiens, sont en train d'attendre en bas. Voilà, alors en France, on est très gâtés puisque vraiment c'est, un des pays au monde où il y a le plus de stations, de ski, hein. Les domaines skiables sont nombreux, hein, couvrent une bonne partie, du territoire. Voilà, mais on peut penser aussi à nos voisins italiens, autrichiens, suisses, et cetera et plus loin encore évidemment, le Canada, par exemple, les États-Unis. Donc en termes d'activités qui sont liées, à la neige, donc on connaît tous évidemment, le ski, que ce soit le ski de fond, le ski alpin, le ski de randonnée. Il y a aussi cette activité qui est tout à fait, sympathique que sont les raquettes, hein, qui ont connu un grand succès, d'ailleurs, pendant le Covid, puisqu'il y a eu une surproduction, une affluence en fait de demandes de production de raquettes, hein, puisque les domaines skiables n'étaient pas ouverts, mais par contre on pouvait quand même marcher. Donc les entreprises se sont beaucoup développées, ont créé de nouveaux produits. Et puis il y aura un petit clin d'œil. Donc on parlait de traîneaux avec effectivement ces traîneaux avec des chiens. Et pourquoi pas se lancer à l'aventure au ras du sol avec un bon air frais et puis des super paysages avec des forêts, etc. Donc ce que vous avez aussi comme avantage à voyager en fait en hiver à la montagne, c'est aussi toutes les installations qu'il y a autour dans les stations de ski, voilà, puisque vous y avez, des patinoires, des luges, alors ça, c'est quand on parle toujours d'activités qui sont en lien, avec le froid en tous les cas, mais vous avez aussi toutes celles qui sont en lien avec le bien-être, que ce soit en fait les spas, le thermalisme, les hammams et si vous avez envie de faire la fête, voilà, il y a de nombreuses fêtes aussi qui sont organisées, hein et c'est le moment en fait, de passer de bons moments, ou en famille ou avec des amis ou avec des petits groupes, si vous décidez de voyager et de vous inscrire en groupe, auprès d'une agence de voyage. Donc tout ce qui est, activité, de bien-être autour, de l'eau et d'autres choses, il y a une visioconférence pareil que j'avais animée en fait sur voyager en prenant soin de soi, où vous pourrez trouver en fait un bon nombre, d'informations, à ce sujet. Alors, petite question justement pour commencer. J'aime bien les jeux. On va commencer par un jeu. Est-ce que vous avez une idée du nombre de stations de ski que nous comptons en France? Est-ce que ça vous parle? Vous auriez un On va en ordre de avoir un grandeur. petit paquet Le là. nombre le nombre, ça va être un peu difficile, mais au moins un ordre de grandeur, hein. Est-ce qu'on en a une centaine, 200, 300, 500, 1000, 2000, comment vous voyez les choses, hein? 550, ouais, Pierre, est parti un peu à la hausse, en fait, un petit peu au-dessus. 1000 non, on est quand même, franchement moins. Ouais, 50, il y en a bien plus que ça. On Mmh. dit 300, 300, il doit bah, être déjà ça c'est commence à Michel. C'est Michel qui se rapproche le plus, en fait, hein. Alors j'ai cherché parce que moi-même je n'avais aucune idée pour être, tout à fait honnête. J'ai, trouvé, un nombre de 352 en fait, stations de ski, en France, hein. Voilà, ce qui est déjà un bon nombre, hein. Alors évidemment, elles sont plus ou moins grandes. Il y en a qui sont vraiment extrêmement connues comme Digne, les Arcs, les Ménuires, Méribel et cetera. Est-ce que vous avez aussi une idée, en fait, de quels sont nos domaines skiables en France? Donc ça, c'est assez facile parce que ça se recoupe avec, forcément la géographie de la montagne. Voyons voir, si vous partiez au ski, vous iriez dans quelle région? Ou vous êtes déjà allé dans quelle région? Vous iriez où si ça vous fait, si vous en avez envie? Alors il y en a qui sont super faciles, hein, quand même, hein. Les Alpes, voilà, c'est ça, Alpes du Sud, Alpes du Nord. On en a d'autres aussi encore, les Pyrénées, Jura, Alpes, effectivement. La Haute-Savoie, donc ça fait partie des Alpes. Champs-Rousses aussi, le Massif central et voilà, les Vosges
Et il nous manque encore un domaine skiable auquel on pense pas forcément. Bah, vous allez le découvrir, mais c'est la Corse. Il y a 3 stations de ski en Corse. Ils ont le Monte Cinto qui est le sommet le plus élevé, voilà. Et donc il y a 3 stations de ski en Corse, donc vous avez trouvé toutes les réponses, les Alpes du Nord, du Sud, le Jura, les Pyrénées, les Vosges, Massif central et la Corse. Et donc avec, un domaine skiable total en France, enfin France métropolitaine plus la Corse de 300 000 hectares et 352 stations de ski. Voilà, et vous savez depuis la semaine dernière que la France, en tous les cas, 2 régions sont candidates aux Jeux olympiques d'hiver. Alors là, je me suis trompée, excusez-moi, c'est 2030 et pas 2023, sinon je pense qu'on serait au courant. C'est pas pour cet hiver, on a déjà 2024 en préparation, ça nous demande un peu de travail. Donc c'est les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ont déposé leur candidature la semaine dernière. Voilà, donc ça sera à suivre. On a déjà eu, ceux d'Albertville. Et ceux de 68, je suis en train de chercher, ils étaient où en 68? J'ai un petit trou de mémoire. Oh, il y a quelqu'un qui va m'aider, qui va m'envoyer un petit message. Jean-Claude Killy, c'était où? Grenoble, merci, super. C'est bien, on Merci on est Claire. meilleur, on est meilleur en équipe. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous avez vraiment des projets de partir à la montagne, le plus simple est vraiment, il y a un site qu'il faut aller observer, regarder, vous allez trouver absolument toutes les informations. Donc je vous ai fait des copies d'écran et simulé en fait une recherche et vous allez voir en fait tout l'intérêt de ce site. Donc c'est france-montagne au pluriel.com, voilà. Et ensuite donc vous allez avoir, des menus sur lesquels cliquer. Alors déjà, ça va être par massif tout simplement, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Tout simplement, c'était, pour introduire, voilà, ces petits menus déroulants où vous pouvez trouver, donc les stations qui vont être dans les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, le Jura, et cetera. Voilà. Et ensuite, dans les menus déroulants, vous avez en fait les activités qui sont proposées. Alors, vous avez les activités en fait qui ont lieu en hiver. Je ne sais pas si vous distinguez bien en fait sur le côté gauche. Vous voyez activités en extérieur en hiver. Il y a aussi en intérieur l'hiver, ce dont on a commencé à parler avec tout ce qui concerne le bien-être, etc. Et puis, après évidemment, vous avez des menus, déroulants autour des activités, en intérieur en été et en extérieur en été aussi. Donc il suffit que vous vous déplaciez en fait sur, l'une des destinations. Donc là, vous voyez, il y a par exemple, Belédou, c'est très joli comme prénom, Bellefontaine et cetera. Vous allez cliquer dessus et à chaque fois sur le menu déroulant, vous allez avoir, l'ensemble des informations. Donc c'est extrêmement facilitant, voilà, si vous souhaitez avancer votre projet, mettons, dans le Jura. Donc vous voyez, par exemple, en allant cliquer, vous allez trouver donc, toutes les activités extérieures telles que les chiens de traîneau, donc tout ce qui est, alors je vois pas très bien parce que là c'est un petit peu petit pour moi. Tout ce qui est, activités autour, du ski, des raquettes, du patinage, du tremplin, le ski hors piste, si même vous avez envie de faire du parapente. Le pot de Voilà, si vous phoque. les pots de Bien phoque vu. aussi, je savais même pas quand je l'ai ouvert qu'on proposait aussi une activité avec des pots de phoque, au pied, mais ça doit être intéressant. Il y a toutes les pistes de luge aussi. Alors ça vous permet si vous souhaitez voyager avec, vos petits-enfants par exemple, hein, de trouver aussi des activités à partager ensemble, évidemment qui soient, tout à fait, sécurisées. Voilà, donc il y a même du ski nocturne, il y a des snowparks, voilà, donc c'est vraiment très très exhaustif. Moi, je trouve que ce site est vraiment, extrêmement, bien fait et donc du coup, si vous poursuivez au niveau de vos recherches, vous cliquez sur, l'autre menu déroulant, activités à l'intérieur, donc en hiver. Et donc là, on vous cite même les bibliothèques, le cinéma, si vous avez envie d'aller voir un bon film le soir, après être allé, prendre l'air, toute la journée, c'est une bonne idée. Tout ce qui est même discothèque, ludothèque, donc avec des petits, si vous avez, envie, d'aller à la patinoire couverte, à la piscine, voilà, tout ce qui concerne effectivement, vous voyez, spa, balnéo, tout ça, c'est répertorié.
Voilà, franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ce site. Voilà. Après, comme d'habitude, à chaque fois que vous voyagez, vous avez, les structures, touristiques qui sont les offices du tourisme. Vous pouvez aller, chercher, donc sur internet ou sinon les comités régionaux du tourisme qui vous donnent, bon nombre d'informations. Alors évidemment, il y a internet, mais n'hésitez pas à téléphoner. Ils sont en général très contents de pouvoir vous renseigner et à chaque fois que vous souhaitez aller quelque part et si jamais c'était à l'étranger, par exemple, vous commencez par visite, VISIT et après vous mettez en fait, le nom du pays et vous utilisez donc le terme anglais tout simplement de visiter pour pouvoir, trouver les informations, touristiques, sur le pays en question. Voilà. Alors, je vais vous présenter, 2 activités, voilà, que je trouve assez intéressantes. Je me suis dit, voilà, pour les personnes retraitées, qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Alors évidemment, le ski, c'est un peu plus familier. Alors, le ski de fond, c'est plus tranquille, voilà. Le ski alpin, si on en a fait déjà régulièrement et cetera et qu'on n'a pas trop peur, des chutes parce qu'il faut quand même faire un peu attention, voilà, ça peut être, une activité où on continue à se faire plaisir, mais vous avez une autre possibilité pour vous déplacer de manière, très agréable en fait, que sont en fait, les raquettes, hein, tout simplement. Alors, idéalement, donc du coup, vous êtes sur des chemins enneigés, il n'y a pas forcément trop à monter ou trop à descendre, donc on peut faire des efforts régulièrement, que vous êtes, en mesure de faire à partir du moment où vous marchez déjà, dans votre vie, de façon régulière. Vous pouvez même vous entraîner, hein, avant de partir en séjour tout simplement. Sortir un peu tous les jours pour aller, marcher, ne serait-ce qu'1 heure, voilà. Donc, le côté très agréable évidemment de cette activité, c'est d'être en contact avec, toute la nature, la flore, la forêt, voilà, les épicéas, les sapins et cetera et puis aussi la faune, s'amuser à regarder les pattes des animaux évidemment, dans la neige et pour peu que vous fassiez cette activité donc avec un guide, hein, à ce moment-là, ça devient une vraie partie de découverte et de plaisir. Donc là, les guides en fait, vous pouvez les trouver sur ce type d'activité alors toujours auprès des offices du tourisme, hein, dans les stations de ski qui sont, très actifs et aussi auprès des écoles de ski, hein, à ce moment-là. Donc moi, ce que je trouve d'intéressant aussi, c'est d'être à la fois dans une activité, qui est vraiment, on va dire, apaisante, hein, quand même, qui est dans le calme. Alors vous avez évidemment tous les bruits de votre environnement, les oiseaux et cetera, tous les parfums, mais en même temps, voilà, ça permet d'avoir une activité qui soit, suffisamment, j'allais dire, relaxante, même si vous restez, tonique en vous déplaçant. Donc pour tout ce qui concerne en fait le matériel, vous trouvez ça évidemment dans les magasins, qui sont spécialisés. C'est pas tellement compliqué, hein, au niveau des fixations. Il faut des bâtons aussi pour, se déplacer, trouver, ses points d'appui, dans la neige, en ayant un bâton en fait qui soit réglé à la bonne hauteur, c'est-à-dire avec, comment on va dire? Les avant-bras à la perpendiculaire en fait au niveau du corps quand vous tenez en fait, les poignets que le bâton est planté correctement à la verticale, voilà. Et puis après, si vous êtes encore plus aventureux, après les raquettes, vous pouvez faire du cani-raquette. Voilà, on ne cesse d'inventer des choses, hein. Donc, vous avez la possibilité, donc en étant avec un ou 2 chiens en fait et un harnais, de pouvoir avancer avec des chiens. Voilà, donc évidemment, ça se fait à pas, tout à fait, tranquille. Il ne s'agit pas, de courir pour autant, mais ça peut vous donner, en fait, une expérience aussi avec des chiens. Je sais qu'on a, parmi, les personnes qui suivent les visioconférences, des gens qui aiment les animaux. On avait même fait une visio sur comment voyager avec son animal de compagnie. Donc du coup, voilà, j'ai pensé, vous en parler, à ce moment-là. Donc voilà pour les amateurs de raquettes qui vont peut-être se lancer, ça va peut-être vous donner une idée. Et la deuxième activité dont j'avais envie de vous parler justement, c'était, des randonnées en fait en traîneau avec, des chiens. Ce qui m'a En fait, je vais être très honnête, ce qui m'a donné en fait l'idée, c'est que j'ai vu une émission qui s'appelle, Voyage en terre inconnue l'autre fois avec Amir. Ils étaient partis dans le Jura, je crois et en fait, ils ont fait et lui, il a fait pour la première fois, un tour en traîneau avec des chiens et l'expérience, alors moi je l'ai jamais fait, semblait, tellement enthousiasmante et tout à fait,
fait, bien sécurisé, que je me suis dit que c'était un bon moyen, en fait, pour se déplacer, mais sans du tout avoir faire d'efforts et ça reste, en fait, un moment quand même, palpitant puisqu'en fait, vous allez au rythme de la course des chiens avec le musher, derrière vous et en plus, vous êtes assis, à hauteur, du sol et voilà, vous êtes vraiment, très imprégné de cette atmosphère avec la neige. Donc là, c'est une belle occasion en fait de se laisser transporter, de profiter donc des espaces enneigés sur, de nombreux kilomètres, hein, puisque les chiens quand même, sont entraînés régulièrement et courent vite. Ils sont très toniques, hein. Alors vous avez la possibilité en fait, de découvrir cette activité à l'occasion d'une journée donc avec un musher, mais voilà, ça peut être l'occasion pour vous effectivement de faire votre baptême et plus encore, vous pouvez en fait, apprendre aussi avec le musher en fait à guider, l'attelage, de chiens. Voilà, donc visiblement en se penchant d'un côté, d'un autre, en fait, ça permet, d'orienter, le traîneau. Alors, c'est la seule consigne que je vais vous donner puisqu'évidemment je ne suis pas musher. Voilà et vous allez apprendre plein de choses si vous vous livrez à cette nouvelle, expérience, hein. Voilà et ce qui est super, super, super important évidemment, c'est d'être très, très bien couvert, hein, puisque là, c'est le moment où vous allez avoir le plus froid puisqu'il y a de la vitesse et vous êtes vraiment au niveau de la neige. Voilà, ça vraiment pensez à être, très, très bien, couvert pour ne pas rentrer, complètement gelé. Vous savez, notamment ceux qui font de la randonnée en hiver, qu'il y a des petites, il est possible d'avoir, sur soi et par exemple dans ses gants, alors comment on appelle ça en fait? Des choses pour chauffer en fait, ses mains. Voilà, Chaufferette. chaufferette tout simplement, ouais, j'étais en train de chercher mais je savais pas si j'étais dans le bon en fait. Vous appuyez en fait sur une petite, cellule qui est dessus et en fait ça se met à chauffer, ça se durcit et vous gardez ça en fait par exemple dans vos gants pendant 1 heure et quand vous rentrez chez vous, mettez ça dans l'eau bouillante et en fait ça va se ramollir et vous voilà, vous rangez ça jusqu'à la prochaine fois. Donc ça, c'est une bonne idée si vous avez froid aux extrémités, en tous les cas, aux doigts. On sait que parfois la circulation devient un petit peu plus difficile, aux extrémités. Voilà et puis, une chose qui est importante puisque du coup là, sont quand même, grâce aux chiens qu'on se déplace et qu'on participe à cette, jolie découverte, de la forêt et des beaux paysages, de montagne donc pensez bien à les remercier, hein, quand même. Voilà, sont vos amis, à cette occasion, voilà, puis en plus sont de très beaux animaux. Mmh. Donc voilà pour, le côté, hiver avec, la neige et voilà, quelques suggestions comme ça pour que vous trouviez les bonnes informations et des activités, qui soient un peu différentes de celles que vous avez peut-être, jamais, pratiquées. Donc, tout à l'heure, je vous disais en introduction que l'hiver, c'est aussi une possibilité, de pouvoir, voyager, mais voyager à la découverte, en fait, des villes. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de temps en temps de s'arrêter, dans nos villes, puisqu'évidemment, ce sont des sites où il y a, quantité de quartiers qui se renouvellent, en fait, d'une année, sur l'autre, hein, pour, par exemple, bon, moi vivant en région parisienne proche de Paris, on voit bien les transformations en fait des quartiers, les rénovations, et cetera. Il y a un nombre, considérable en fait de musées, hein. En France, on est quand même, d'un point de vue touristique et culturel, on est extrêmement, gâtés et il faut savoir donc que, pendant la période de covid, les musées en plus comme ils étaient fermés, ils en ont profité en fait pour se rénover et ça on a une chance, tout à fait, extraordinaire, c'est maintenant de pouvoir entrer dans des, musées qui vont avoir mis en place, des visites, avec des expériences, qui sont, nouvelles et différentes. Bon, moi, je pense par exemple au musée des Confluences, à Lyon, mais à Paris, vous avez le musée Carnavalet, par exemple, qui a été restauré, l'hôtel de la Marine aussi, voilà, où on peut, par exemple, faire des visites avec un casque sur les oreilles et quand vous approchez, en fait, dans certaines pièces, en fait, vous êtes complètement imprégné, vous êtes dans l'histoire, en fait, du lieu qu'on va vous raconter. Vous allez entendre les ambiances des gens sur place et cetera. C'est maintenant les visites touristiques ont pris des dimensions, tout à fait, j'allais dire, expérientielles, c'est comme ça qu'on le dit un peu, hein, c'est le tourisme expérientiel avec, l'utilisation, en fait, d'outils qui sont, complètement, nouveaux et qui complètent, en fait, les informations, plutôt à caractère, culturel. Donc l'avantage évidemment de nos villes, c'est qu'on va être au chaud.
pour le coup, sauf à se déplacer d'un bâtiment à l'autre. Voilà, à l'abri et au chaud. Donc, vous avez évidemment, je vous ai parlé des musées, mais vous avez multitude d'expositions, de peintures, de photographies, de sculptures vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Les villes sont aussi un lieu, parfois de compétition architecturale. Il y a une ville dont je vais vous parler après, mais si je prends par exemple la ville de Bâle en Suisse, voilà, tous les jeunes architectes, voilà, pendant leurs études, s'intéressent beaucoup à cette ville, où, il y a des bâtiments tout à fait extraordinaires, en fait, qui sont, créés, régulièrement. Et les villes aussi, alors ça, c'est une partie que j'aime beaucoup dans le tourisme, c'est le tourisme des sites industriels. C'est remarquable, en fait, en France, on a, de nombreux sites, qui sont parfois, méconnus. Alors, je vais vous citer celui qui est forcément le plus connu, ça va faire plaisir à Pascal, c'est Michelin à Clermont, immanquablement. Voilà, mais vous avez plein de sites comme Nestlé, par exemple, à Noisiel, l'ancienne chocolaterie Meunier, et cetera, où on va parler, par exemple, de toute l'activité, mais aussi de comment étaient, soignées, les personnes qui travaillaient, comment on prenait soin de leur santé, les maisons qui étaient créées, toutes à l'identique, où il y avait du confort qui n'existait, pas à l'époque, parfois, dans la population, courante qui travaillait pas pour ces entreprises-là. En tous les cas, voilà, moi je vous recommande, bah, d'ailleurs c'est dans les éditions Michelin, il y a un guide en fait, sur le patrimoine, hein, sur le tourisme industriel. Je vous le recommande, très très chaudement. Voilà. Après donc l'avantage de nos villes, c'est aussi d'avoir des transports en commun pour se déplacer. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser votre véhicule. Maintenant, les choses sont quand même, très, facilitées entre, les trams, les métros, le bus, voilà, vous pouvez, vous déplacer, dans de bonnes conditions. Voilà. Et puis, ce qui est tout à fait sympathique, moi je trouve, dans nos villes, en France, alors et pas qu'en France d'ailleurs, c'est que vous avez en fait, les habitants, qui sont prêts à accueillir en fait les visiteurs. Vous n'êtes pas obligé de passer par un office du tourisme pour faire un certain nombre de visites et vous avez la possibilité de découvrir les quartiers si vous êtes, curieux par ce qu'on appelle en fait les greeters. Et les greeters, bénévolement, en fait, vont vous raconter, en fait, leur ville, pour vous, faire découvrir la manière aussi dont ils la vivent et ça, je trouve ça, fort intéressant puisque vous aurez des témoignages que vous n'aurez pas, d'autres personnes. Ou alors vous pouvez solliciter, des amis à vous ou même quelqu'un de votre famille, j'en sais rien, qui vit dans cette ville pour pouvoir, partager, ces moments ensemble. Voilà, donc le côté aussi, contact et relationnel est important, voilà, quand on se livre à ce type, d'activité, donc n'hésitez pas à regarder quelles sont les solutions, sur place. Voilà, et évidemment, donc du coup, les fêtes de fin d'année, je vous ai mis quelques photos, voilà, des grands magasins. Alors là, c'est un peu, parisien, mais on est, gâtés dans les villes, par l'ensemble des illuminations. Alors en plus, les boutiques, qui sont, décorées, avec tous les automates, voilà, qui font le plaisir évidemment, pas seulement des petits, mais aussi, des grands qui retombent en enfance comme moi. Et puis, vous avez, bah, tous les marchés de Noël. Voilà, avec une tradition qui vient plutôt de l'Est, on va dire, mais maintenant les villes font, venir, voilà, j'allais dire des artisans, quand c'est bien fait, des artisans, locaux avec des jolis produits, qui vous permettent aussi et de vous faire plaisir et de faire déjà un peu vos vos cadeaux de Noël. Alors oui, je vois des informations sur Mulhouse, qui est une ville que j'aime beaucoup. J'emmène des groupes. Oui, il y a le musée du textile, de l'automobile, là, des frères Schlumpf, le musée du chemin de fer, le marché de Noël, oui, alors qui est magnifique. En plus, à Mulhouse, ils ont la bonne idée de faire un concours pour décider en fait de l'imprimé qui sera celui pour le Noël en question, les fins d'année. Donc Mulhouse, et en plus, je dois dire que Mulhouse est une ville très facile d'accès en TGV, c'est très rapide. Voilà, donc moi, c'est une ville que j'apprécie particulièrement. Puis en plus, que ça soit Mulhouse ou Colmar aussi, pas tellement loin, les villes sont extrêmement bien décorées en Alsace, tout est très mignon comme on dit. Voilà, et les villes déjà par essence ont des couleurs en fait, sur leurs, bâtiments, voilà, qui rappelaient les métiers, d'avant. Donc je vois, Cologne aussi, ouais, voilà, tout à fait. Plusieurs marchés, trains directs depuis Paris, effectivement, ouais. Merci, hein, pour toutes ces informations. Je vois aussi, oui, des personnes qui parlent de visite architecturale, tout à fait, ouais.
avec des promenades urbaines. Voilà. Et l'autre point aussi que moi j'aime bien quand on est en ville et que c'est l'hiver, qu'on se promène, c'est de profiter des brasseries, en fait, des restaurants. Les brasseries, je trouve qu'il y a une ambiance qui est vraiment spéciale. On parle de gastronomie, mais de bistronomie, voilà, n'hésitez pas à rentrer dans ces petits cafés où il fait chaud, voilà, où vous allez trouver des bons plats aussi, d'hiver. Ça me fait penser à la choucroute du coup, puisque quelqu'un nous a branchés sur Mulhouse. Donc c'est le moment en fait de se régaler avec, des plats qui sont aussi, délicieux, voilà et en plus tout à fait, diététiques, si on parle de la choucroute, hein. Donc voilà. Alors, vous avez une petite carte maintenant en fait de l'association internationale des Greeters. Donc, l'association, vous voyez alors ça c'est pour la j'ai fait une photo d'écran pardon. Ça permet en fait, vous, en fait, de cibler, les endroits que peut-être vous aimeriez, tout simplement visiter. Si pour vous ça c'était un objectif en fait, d'avoir affaire en fait aux habitants, hein, tout simplement. Donc, vous la trouvez assez facilement, c'est International Greeter Association. Vous le mettez à la limite en français, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'utiliser le mot greeter, donc Greeter, voilà et vous pourrez, donc faire des visites, tout à fait, personnalisées. C'est ça qu'il y a d'intéressant. Alors une ville dont je vais vous parler, que moi j'aime bien et en plus qui va être, l'objet d'une nouvelle destination, pour, notre agence, l'année prochaine, mais ça ne sera pas en hiver, je le précise tout de suite. Mais c'est, une ville, je trouve, qui est une super, destination, c'est la ville de Montpellier, donc dans l'Hérault. Donc j'imagine qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui la connaissez, ou en tous les cas, ça va peut-être vous permettre de redécouvrir, la ville ou en tous les cas de vous suggérer peut-être une destination. Voilà. Donc là, la photo que vous avez, c'est à l'école de médecine puisque, Montpellier a une renommée, internationale, concernant en fait, son école de médecine qui se visite. Il y a des visites qui sont organisées avec, l'office du tourisme, voilà, où vous êtes, fort bien accueillis, dans cette ville qui est très interactive, hein, au niveau du tourisme et de la culture. Voilà, tous les opérateurs touristiques, travaillent très bien ensemble. En tous les cas, moi j'ai grand plaisir à travailler, avec eux. Alors, je vous ai mis quelques illustrations, en fait, pour vous expliquer, ce que moi je trouve vraiment très intéressant, dans cette ville. Alors, vous avez à la fois, en fait, la vieille ville qu'on appelle, l'écusson, qui a une forme d'écusson, hein, quand vous prenez effectivement, une carte et que vous regardez, les rues et les moyens de se déplacer. Donc, c'est une ville qui est très, très élégante, hein. Moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup de ruelles, vous avez, des maisons assez sobres, mais avec des beaux balcons en fer forgé, il y a une très bonne ambiance. Vous passez de place en place, voilà, avec des beaux arbres. Bon là, par exemple, vous avez, un endroit qui s'appelle la place de la Canourgue où ils ont, restauré un hôtel qui est un 5 étoiles qui est absolument, magnifique. C'est un endroit, extrêmement joli. Vous avez par exemple, l'Arc de Triomphe, donc ça fait partie en fait, du cœur de l'Écusson. Donc on déambule très, très agréablement, dans cette ville et il y a bon nombre en fait, de choses à visiter à Montpellier. Vous avez par exemple, le pavillon populaire avec des expositions photos avec des très, très bons photographes. En plus, c'est accessible, il y a même pas d'entrée, à payer. Vous avez par exemple le musée Fabre, juste à côté, il y a un hôtel particulier aussi, que vous pouvez visiter. Vous avez, en fait, il y a tellement de choses que du coup, je suis en train de réfléchir. Voilà. En tous les cas, c'est une ville qui a d'un point de vue culturel est vraiment extrêmement riche. C'est vraiment une ville incroyable. Voilà, vous avez évidemment l'opéra, vous avez le Corum où il y a des spectacles, et cetera. En plus, vous avez une facilité, c'est de vous déplacer donc avec le tram, c'est très bien desservi. Le tram, ils sont encore en train de faire des tramways, ils vont rallonger des lignes, ils vont rallonger les quais. Ça sera encore plus facile pour les personnes aussi, à mobilité réduite. Il y aura un peu plus d'espace, dans le tram et il faut savoir que c'est la première ville alors vous ne serez pas concernés vous comme visiteurs, mais ça sera la première ville en France au mois de décembre qui aura l'accès gratuit, du tram pour, ses habitants, en fait. Les gens de l'agglomération, ils ne payeront plus rien, hein, donc ça va être la première ville en France, de cette taille-là,
voilà, on va dire au revoir à Michel, voilà, qui est en train de nous quitter. À une prochaine fois. Et donc ensuite, les 2 photos que je vous ai rajoutées, en fait, la photo où vous voyez ce bâtiment, blanc, donc qui s'appelle l'Arbre. Vous avez ensuite un autre bâtiment que les gens connaissent, Montpellier, et toute la région est un lieu en fait de production, cinématographique et notamment de feuilletons. Vous avez un feuilleton qui s'appelle Un si grand soleil avec un générique qui montre en fait, ces bâtiments-là où vous retrouvez en fait des scènes de la vie, montpelliéraine. Et ce bâtiment que vous avez donc là qui est doré sur la photo que j'ai faite, à d'autres moments, il peut être plutôt dans les bleus, dans les verts ou parfois dans les violets, en fait, quand c'est très couvert, qu'il y a du vent et cetera, un peu de tempête. Donc, il y a un concours architectural dans ce quartier qui s'appelle, Port Marianne, et il y a aussi des visites qui sont organisées, voilà, de ce quartier. Il y a aussi, voilà, tout le quartier avec Ricardo Bofill et cetera. Donc ça, c'est pour vous donner envie. Voilà, n'hésitez pas, à Montpellier, c'est facile d'accès. Vous avez, si jamais vous êtes en Île-de-France, en 3 heures, de temps, 3 heures et demie, vous êtes, à Montpellier, sud de France, au départ de Gare de Lyon ou éventuellement, jusqu'à la gare, du centre de Montpellier. Voilà. Donc voilà quelques idées. Je vais vous parler aussi d'une autre ville que j'aime bien en Europe. Alors j'ai décidé de vous parler de la Suisse. Je pourrais aussi vous parler de Bâle, je vais être honnête, que j'aime beaucoup. Mais à Berne, il y a peut-être un peu plus de choses à voir et en plus c'est une capitale européenne. Donc là, vous voyez en fait la plus vieille horloge de la ville. Donc c'est une ville moyenâgeuse et il y a un mécanisme en fait toutes les heures quand vous vous présentez 5 minutes avant qui se met en place et un certain nombre, les automates en fait vont signaler l'heure et de nombreuses personnes attendent, ce moment tout à fait incroyable, de la journée. Alors il y a beaucoup de monde surtout à midi, hein, pour tout vous dire. Alors, ce qu'il y a de très pratique en fait avec, Berne, pareil, on est sur un accès direct en fait en TGV Lyria. Berne, vous allez compter mettons, 4 heures. Si jamais vous allez pas jusqu'à Berne, vous arrêtez à Bâle qui est une très jolie ville aussi, il faut compter, 3 heures 30 à peu près, et cetera. Donc quand vous arrivez en ville à Berne, vous êtes en plein cœur, en fait, de la ville. Ça, c'est vraiment, très, très pratique, hein. Alors c'est l'architecture de la ville est tout à fait exceptionnelle, tout est extrêmement bien conservé évidemment. Vous connaissez nos voisins suisses qui font très attention à rénover régulièrement l'ensemble de bâtiments et quand je suis avec eux, qui me disent: «Ah bah oui, évidemment, vous, vous attendez que ça tombe en morceaux avant de commencer à faire quelque chose». Donc on se fait un petit peu charrier, comme on dit. Mais quand vous voyez en fait leur bâtiment, c'est tout à fait, voilà, bien entretenu au fur et à mesure. Donc ces architectures qui datent, du Moyen Âge, en fait, rien n'est abîmé, c'est tout à fait, réussi. Et donc du coup, la ville est encerclée, elle est dans une boucle en fait, d'une rivière qui s'appelle l'Ar avec 2 A. Alors pour ceux qui sont cruciverbistes, je pense que vous connaissez, ce nom de rivière et donc il y a une très belle couleur en plus au pied de cette rivière. C'est assez connu Berne pour avoir une fosse où il y a des ours. Voilà, il y a 3 ours, et on a aussi des gens, qui nagent en fait, dans l'Ar ou par exemple si vous allez à Bâle, en fait, ils prennent des sacs qui se gonflent dans lesquels en fait ils mettent leurs, vêtements et ils se laissent, dériver en tous les cas à Bâle, sur le Rhin. C'est tout à fait extraordinaire. Ils font ça, depuis le musée, Tinguely, voilà sur, plusieurs kilomètres et c'est assez, réjouissant en fait de les voir se baigner dans le Rhin comme ça en tous les cas en plein été évidemment. En hiver, ils le font pas. À Berne, l'autre avantage que vous avez, c'est que à l'hôtel déjà, en fait, ils vont vous remettre, une carte de transport, qui va être incluse, en fait, dans le prix, de vos nuitées, qui va vous permettre, d'utiliser, en fait, le tram et puis, le bus et il faut savoir qu'en plein cœur de la ville, vous n'avez pas de voiture. C'est uniquement piéton et tram et c'est extrêmement bien desservi, voilà, ça se passe vraiment dans de très bonnes conditions. Il y a des accès aussi pour les personnes à mobilité réduite. Heu, voilà, ça c'est vraiment une ville très agréable au niveau, des déplacements. Alors la ville est très soignée, hein, ce que je vous disais, il y a des arcades donc du coup, avec, qui sont très commerçantes, il y a de très belles vitrines, c'est varié. Par contre, c'est très précis au niveau, des horaires. Faut bien penser à aller faire ses courses, jusqu'à 18 heures, exceptionnellement tel jour jusqu'à, 19 heures le vendredi, mais le dimanche ne pensez surtout pas à faire des courses. Voilà. Et puis au niveau des espaces culturels, bah, écoutez, il y a vraiment, l'embarras du choix, en termes de culture,
à Berne. Vous avez par exemple la maison de Einstein, vous avez des choses évidemment autour, des musées dédiés aux Alpes, mais moi par exemple j'emmène les gens, alors c'est pas vraiment un musée, c'est le Centrum en fait, ils l'appellent, Paul Klee, qui est un endroit où on cumule on cumule, c'est pas très, élégant de dire ça, mais où en fait ils conservent en fait, ces œuvres et régulièrement en fait ils font des expositions temporaires et vous avez une médiatrice, culturelle, enfin il y a pas qu'elle, en tous les cas qui, accueille, mes groupes et qui est tout à fait, intéressante et passionnante pour des personnes qui ne s'intéresseraient pas à Paul Klee, qu'on imagine, toujours avec ses œuvres, un peu naïves et enfantines en fait, raconte quand même beaucoup de choses, puisqu'il a dû, fuir, l'Allemagne et s'est installé, en Suisse, pendant la guerre. Voilà, et Berne est donc situé, évidemment, on aperçoit les montagnes, on aperçoit la Jungfrau et vous avez donc les sommets des Alpes qui sont, vraiment pas loin. Vous avez des vues tout à fait, splendides en fait, depuis Berne, vers les montagnes. Voilà, donc si j'avais une ville à vous suggérer comme ça, aller voir en hiver, n'hésitez pas à aller, jusqu'à Berne. Alors voici quelques photos. Donc vous voyez, la vieille ville en fait, à gauche, donc avec l'art en fait qui entoure la vieille ville. Dans la ville, alors c'est absolument magnifique, vous avez des fontaines incroyables avec des sculptures qui racontent plein de légendes et cetera. C'est toujours extrêmement bien fleuri. Donc là, vous avez effectivement, vous voyez les trams qui passent en plein cœur de la ville et je n'ai pas manqué de mettre une photo avec des chocolats. Parce qu'on est en Suisse, parce que ce sont les fêtes, si jamais vous voyagez enfin, cet hiver et voilà. On est quand même, dans un pays où il y a de de nombreux, producteurs, de chocolat, certains qu'on connaît, hein, depuis la France, mais vraiment d'autres qu'on ne connaît pas du tout et à découvrir et à savourer sur place, hein. Voilà, ensuite je vais vous parler, alors c'est une autre suggestion, par exemple, l'hiver, vous pouvez vraiment décider d'aller vers le soleil et on a, des îles, qui sont à proximité donc par exemple, ça peut être les îles de la Méditerranée, alors sachant que donc les 5 plus grandes îles sont la Sicile, la Sardaigne, Chypre, la Corse, voilà et la Crète, donc qui sont, vraiment, à vol d'oiseau, j'allais dire, pour nous ou éventuellement évidemment en bateau et vous avez aussi, parfois on n'y pense pas toujours, vous avez, 4 archipels en fait, volcaniques, dans l'océan Atlantique, donc qui sont pas très éloignés, qui sont les Canaries, Madère, les Açores aussi. Voilà, c'est beaucoup plus sauvage et puis, les îles du Cap-Vert qui se trouvent en fait en face, du Sénégal. Et puis après beaucoup plus loin, mais, là du coup, il y a les 2 hémisphères qui sont, concernés, par nos îles, sont effectivement les îles françaises qui sont en Amérique, en Afrique ou en Océanie et dont on ne se rappelle pas toujours. Donc, je vais juste, vous les reciter. Alors évidemment, celles qui nous viennent tout de suite en tête au niveau des Antilles, ça va être, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Martinique, plus au sud évidemment, la Guyane. On a donc aussi, la Réunion. Le dernier de nos départements, c'est, Mayotte. Et puis après, vous avez donc la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, voilà, qui est plutôt sur l'Océanie. Puis on a aussi donc Saint-Pierre-et-Miquelon et les TAF, comme on dit, les terres australes et antarctiques françaises, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit rappel de notre géographie, parce qu'on parle souvent de la France, continentale. Voilà, mais on a effectivement, des îles assez éloignées de nous, mais qui sont, sur, l'ensemble en fait, du globe. Alors une destination que je vous suggère tout simplement en été, c'est la Corse, voilà, qui est, une destination, voilà, vraiment à proximité, où vous serez évidemment pas déçus si vous alliez en plein été. Alors vous pouvez adorer le soleil, et cetera. Il fait très, très chaud, hein, tous les étés depuis quelques années en Corse, mais il y a aussi beaucoup de monde et vous pourriez apprécier en fait cette île, tout à fait d'une autre manière en y allant en hiver. Moi, j'y vais, occasionnellement et il fait un climat donc déjà qui est vraiment très doux et ensoleillé, ça c'est super important. Voilà, l'accès évidemment de l'île, je vous ai dit en bateau, en avion, mais vous avez aussi on a vu ça, la dernière fois, pendant la visio sur, voyager avec un petit budget, vous pouvez faire de la co-navigation, donc monter en bateau avec, quelqu'un au départ de Toulon, Marseille et cetera, donc faut pas hésiter à essayer ce type d'aventure. Par contre, il vous faut un petit peu plus de temps pour vous rendre sur place, comptez une journée.
Voilà. Je vous ai cité en fait 3 stations de ski en Corse. On voit pas toujours la Corse sous cet aspect-là, mais ils ont de la neige. Vous pouvez aller, monter, à Vizzavone, vous avez en plus, des les pins larici Laricio, alors pins laricio, donc ça fait laricio au pluriel, qui sont absolument fantastiques, très hauts, très élancés, dont on servait en fait pour faire les mâts de bateau. Vous avez évidemment une population qu'on connaît comme étant très fière de sa culture et de son histoire et c'est vraiment très intéressant de passer du temps, avec eux, à parler, à découvrir des sites archéologiques. Vous avez aussi, voilà des stèles, des dolmens, enfin des menhirs, des pierres dressées, voilà qui sont aussi, anciennes, hein, donc ça il y a des sites à découvrir et puis, évidemment, c'est tout le côté nature, de la Corse que moi je vous recommande puisque c'est une montagne en fait, on voit toujours ces photos, de la Corse comme une montagne en fait, posée dans la mer, hein, mais avec, tous ces ruisseaux, ces lacs, voilà, le maquis, voilà, toutes les odeurs du maquis. Je sais pas quand si vous y allez au mois de janvier, vous comment les arbousiers, vous avez déjà les fruits que vous pouvez ramasser et cetera. Et puis vous avez, en plus, des sites qui sont remarquables, par exemple comme les calanques de Piane avec ces, formes, ces formes rocheuses en fait, voilà, on voit, j'allais dire des personnages ou des choses qui nous rappellent des choses agréables des choses pardon, agréables et vous pouvez même y aller, côté mer, pour vous rapprocher, avec, les bateaux, de ces endroits où il y a des grottes, et cetera. Voilà. Donc vraiment, un très, très bel endroit et puis, évidemment, ils ont plein de produits locaux, en fait, de qualité. Donc en plein hiver, c'est le moment où ils fabriquent les figatelles, mais vous avez de très, très bons miels en Corse, les figues et cetera. Voilà, c'est vraiment un pays d'un point de vue gastronomique qui est très agréable. Alors quelques photos de la Corse. Alors c'est toujours des belles photos. Vous avez par exemple, un joli pont génois, les villages corses aussi. Vous avez, une photo aussi, des aiguilles de Bavel, où vous êtes, où vous apercevez en fait la côte orientale, donc du côté, voilà, qui va vers Porto Vecchio ou, encore une photo par exemple de la plage, Maresol, voilà, qui fait penser parfois à des îles lointaines, mais qui finalement, on peut trouver le même type de paysage en Corse et pas tellement loin en fait, du continent. Donc ça, c'est une belle destination aussi, pour l'hiver. Et mon coup de cœur, je vous parlais des archipels en fait, volcaniques au niveau de l'Atlantique. Franchement, c'est Madère. Ça, c'est vraiment la destination, moi je dirais absolument pour tous. On peut y aller en famille, avec des amis, vouloir faire, par exemple, du sport, de la randonnée, sortir en mer et cetera. Franchement, c'est la destination que moi je trouve tout à fait idéale. Cette île, en fait, c'est vraiment un fleuron, du tourisme. Alors j'ai vu quelques questions, je vous répondrai peut-être à la fin en fait sur, Berne, Montpellier et Bâle aussi. Je les garde en tête, hein, par contre, hein. En fait, dès que vous arrivez en fait à l'aéroport, tout simplement à Funchal, vous voyez tous les trophées en fait en tourisme parce qu'ils accueillent extrêmement bien en fait, les visiteurs depuis de nombreuses années. Vous avez un climat hivernal en fait, bah, c'est pas compliqué, vous êtes au printemps quand vous arrivez là-bas, presque en été pour nous, hein. Vous pouvez avoir entre 20 et 25 degrés. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que ça soit une île à taille humaine. Voilà, elle est pas très large, elle est pas très longue non plus. Alors je me rappelle plus des distances, mais d'une côte à l'autre au plus court, ça doit être mettons 30 kilomètres, on va dire. En longueur, je sais pas, au hasard, je dirais peut-être 80, voilà, c'est pour vous donner, une idée. En tous les cas, elle est facile, si vous louez une voiture, c'est très facile en fait, de se déplacer. Il y a quantité de tunnels d'ailleurs, ils ont un record de tunnels, ils doivent en avoir plus de 150. Vous avez alors des villes qui sont hyper agréables en plein hiver, elles sont toutes illuminées. Si vous prenez ne serait-ce que Funchal, il y a des, lampions en fait dans chacune, des rues en fait, qui illuminent. Toutes les églises en fait, sont aussi, illuminées à l'extérieur. Il y a des crèches absolument incroyables. C'est vraiment une île où il y a des fleurs tout le temps. Vous y allez en plein hiver, vous voyez encore, des quantités de fleurs, tout à fait, phénoménales et réjouissantes. Alors je suis en train de chercher le nom des fleurs, tout d'un coup, ça va être, par exemple, les bougainvilliers, celles qu'on appelle les étoiles de Noël, les poinsettias, enfin voilà.
Il y a les queues de lion aussi, enfin c'est beau, vous avez l'impression d'être au printemps en fait, quand vous y allez au mois de décembre. Voilà. Alors vous avez effectivement de la montagne, hein, puisqu'il y a un massif, rocheux avec, vous pouvez aller, faire, si vous êtes, en forme, de la randonnée, hein, il y a pas de problème. Vous avez par exemple, le Pico Ruivo à gravir, vous trouvez très facilement en fait des guidages pour ce genre de choses. Une petite astuce, vous pouvez regarder sur le site, Get Your Guide, alors ça je l'ai pas noté, c'est Get Your Guide, Getyyour, Guide, Guide, Get Your Guide en anglais en fait, tout attaché. Vous pouvez trouver à ce qu'on vienne vous chercher, à votre hôtel. Alors non, alors c'est pas une île francophone, on parle, portugais. Voilà, mais pour autant, voilà, vous allez pouvoir réussir à parler en français avec les plus âgés, hein, pas forcément les plus jeunes. Pour autant, ils ont l'habitude des touristes. Si vous parlez anglais, vous allez très bien vous débrouiller, mais ils sont extrêmement accueillants, donc vraiment, il n'y a pas de problème. Ah super, merci, Pascal pour Get Your Guide. Vous avez aussi donc, les sorties en mer, ça c'est super intéressant. Vous pouvez, pour une demi-journée, une journée, peut-être aller, voir le passage, des baleines, hein, tout simplement, puisqu'en fait on est sur, une voie de passage. Alors c'est pas un endroit où elles se reproduisent, mais vraiment c'est une voie de passage. Vous pouvez aussi, alors marcher, si vous aimez marcher, donc il y a ce qu'on appelle les levadages. Je vous ai mis une petite photo après. Il faut savoir que quand, les Portugais se sont installés là-bas, alors, je crois que c'était au XVIe siècle à peu près, l'île en fait, il y avait absolument aucun habitant. Ce n'était que de la forêt et une forêt très particulière, la laurifère, elle porte un nom comme ça. Donc ils en ont déboisé une grande partie, ils en ont préservé encore une partie, dans l'île et en fait, pour que les gens puissent vivre, il fallait effectivement avoir, de l'eau qui arrive, jusque vers, les maisons, vers les villages. Donc en fait, ils ont creusé plein de canaux qu'on appelle les levadages. Là, il y a une petite photo et toutes les levadages, donc du coup, au bord de ces canaux, vous avez des sentiers de randonnée. Et donc c'est très facile, c'est très beau, c'est très vert. Vous avez accès en fait à des cascades aussi qui sont absolument, magnifiques. Vous passez de bons moments. C'est tout niveau en fait. Vous pouvez faire, 2 petits kilomètres tranquilles ou un. Vous allez trouver un endroit pour vous restaurer, prendre un café et cetera, voilà. Ce qui est assez typique à Madère aussi, alors c'est sur la côte nord, c'est les petites maisons en fait à Santana. Je vous ai mis une petite maison en toit de chaume, donc elles sont vraiment petites, hein. Ils vivaient, un peu nombreux, mais dans une seule pièce. Les crèches, alors, c'est ce que je vous ai dit, elles sont absolument, extraordinaires. Ils ont vraiment un goût pour ça. Dans n'importe quel village où vous passez, il y a des crèches dehors avec, des bateaux et cetera. Et alors il y a une expérience géniale à faire, c'est de vous baigner en fait dans des piscines d'haute mer. Là, vous avez la piscine en fait à Porto Moniz et bah, vous voyez, ça c'est une photo en décembre et les gens sont en maillot de bain. Il fait, 24, 25 et voilà, vous êtes, quasiment en plein été avec, ce dépaysement tout à fait, assuré. Donc voilà, ça c'est des idées. Alors oui, donc combien de jours vous conseillez pour Berne et Montpellier? Ben, très honnêtement, même si vous partez, juste, 3-4 jours, déjà vous allez être content. Si vous avez la possibilité d'y rester un petit peu plus longtemps, ça va. À Bâle, ben, on est un peu sur la même formule, c'est-à-dire en fait avec une, vieille ville, moyenâgeuse, mais aussi toute cette partie, complètement, moderne avec ce concours, d'architectes. Ça c'est assez extraordinaire et puis, voilà, toute cette qualité, voilà, autour, des magasins, des déplacements en fait, dans la ville, hein. Mmh, voilà. Et donc la dernière chose que je vais vous montrer, alors là, c'est vraiment si vous avez envie de rêver, peut-être que vous n'avez jamais pensé aller aussi loin, mais je vais vous donner un tout petit peu envie, de la destination super lointaine dans l'hémisphère sud en fait, où vous irez ici ça sera l'hiver et là-bas ça sera l'été. Ça va être en fait de pouvoir, partir à l'autre bout du monde, en Australie. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont déjà, osé faire ce voyage, si vous avez eu la chance d'y aller. Voilà, c'est la destination, lointaine par excellence parce qu'il faut, pas mal de temps en avion pour, y aller, hein, entre 18 heures, 24 heures, de vol. Donc là, vous avez une photo en fait des 12 apostles, en fait les 12 apôtres qui se trouvent entre, Sydney
et Melbourne, donc sur la côte, sud dans, la Nouvelle-Galles du Sud pour le dire en français. Donc si vraiment, vous avez, un rêve à accomplir, n'hésitez pas en fait à vous tourner vers ce pays en fait qui est vraiment à la taille d'un continent. L'Australie, elle est plus grande en termes de elle est non, elle est pas plus grande, elle est presque aussi grande, on va dire, que l'Europe. Voilà. L'Europe, on va dire que, il doit y avoir, 3 000 000 de kilomètres carrés de différence. On doit être entre 7, 8 et 10, voilà, si on fait une comparaison entre, l'Europe, et l'Australie. Alors évidemment, là, quand on rentre dans cet univers-là, c'est pour, partir à la découverte, en fait, de choses qu'on ne voit jamais chez nous, en dehors évidemment, des zoos, qui sont autour de la flore et de la faune. Donc, évidemment, immanquablement, toute la famille des marsupiaux, vous avez aussi les dingos, les koalas, vous avez en fait des conservatoires qui sont extrêmement beaux en Australie, où vous pouvez passer un temps infini et vous retrouvez en fait vos, 3, 4 ou 5 ans quand on est tous gamins, tout d'un coup, à s'émouvoir en fait devant des animaux en fait qu'on n'a jamais vus, jamais vus en vrai, et quand on y est en fait c'est tout à fait intéressant. D'autant plus que la famille des marsupiaux, est très importante. Ça va du petit, du wallaby jusqu'au plus grand, qui fait 2 mètres, et cetera. Vous avez aussi une végétation tout à fait extraordinaire. Ce pays, en fait, qui est un continent, et il y a beaucoup de déserts, hein, c'est un peu les 3/4, c'est du désert. Vous avez une végétation, par exemple, on pense que le désert, il y a très peu de végétation, mais ce n'est pas vrai. Vous avez le spinifex, en fait, sur place. Vous avez des petits arbustes qui arrivent à vivre, en fait, dans cet espace où il fait 50 degrés quand même. Donc c'est très, très riche, en fait, de découvertes et d'enseignements. Moi, il y a une culture que j'apprécie beaucoup en termes de découverte, évidemment, c'est la culture des aborigènes qui vivaient en Australie, évidemment, avant l'arrivée des colons, et notamment donc des prisonniers anglais qu'on a envoyés là-bas pour occuper en fait ce territoire, et aussi le conquérir, le dévaster, enfin pas le dévaster, le débroussailler, l'aménager et tout, etc. Voilà, et puis, bah, là, tout est surdimensionné. Si vous voulez vous déplacer, ben, vous avez des trains, qui ont un nombre de wagons, absolument, incroyable, des lignes de chemin de fer, très, très longues, des trains d'exception aussi comme le GAN. Vous avez des camions qui traversent, en fait, toute l'Australie, et ce qui est très pratique évidemment, c'est de se déplacer, en fait, en avion. On entend régulièrement parler, en fait, il y a des reportages, par exemple, sur les flying doctors, en fait, en Australie, qui effectivement, pour aller soigner leurs patients, ont besoin de prendre, l'avion. Voilà, donc je vous ai mis une carte, vous avez des cartes, pour vous représenter un peu la situation en fait, de l'Australie. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce qu'il faut compter la Tasmanie en fait qui est au sud avec Hobart, qui constitue, l'ensemble de ce pays en fait, de cet, État. Voilà. Au niveau des villes, évidemment, les plus connues, vous avez, Sydney, donc qui n'est pas la capitale, puisque c'est Canberra qui n'est pas loin. Brisbane qui est au-dessus, un peu plus au sud, vous avez Melbourne qui a une identité beaucoup plus, britannique. Quand vous remontez un peu, vous allez, vers, Adélaïde, où là, on sent un petit peu plus, donc l'outback, on commence à voir, des couples, métissés entre, ceux d'origine anglophone et les aborigènes. Vous avez Perth, en fait, qui est, plutôt, du côté, ouest, et au nord, vous avez Darwin, et vers la barrière de corail, c'est Cairns. Voilà, pour faire un petit peu de géo et vous donner envie, d'aller découvrir ces espaces, parce que alors du coup, ça ne se ressemble pas, hein, d'un endroit à l'autre, hein. Voilà. Je vous ai mis quelques informations en fait, sur le pays. Donc je dis qu'il y avait à peu près 8 millions de kilomètres carrés. Ils ont une fête nationale en fait le 26 janvier, on n'y pense pas. Donc c'est l'arrivée en fait de la première flotte européenne à Sydney Cove en 1788, et la proclamation, voilà, de la souveraineté britannique. Voilà. Donc on explique quand même ce qu'il y a dans l'histoire. Et au niveau de la population, bah, ils sont pas tellement nombreux, hein. Il y a 25 millions d'habitants. Imaginez, sur un territoire aussi immense, ça fait 3,3 habitants au kilomètre carré. Et leur chef de État, eh bien, c'est notre fameux, King Charles le troisième. Et ils ont leur chef du gouvernement, puisque c'est le Commonwealth, voilà, et le chef du gouvernement dont je vous ai cité le nom, je dois vous dire que je l'ai découvert. Monsieur Anthony Albanese, qui est leur, 1er ministre, hein.
Bon François, et les autres qui nous quittaient, bah, écoutez, bon après-midi. Vous pourrez finir, de visionner, voilà, la visio, en replay si vous le souhaitez. Alors pour se rendre en Australie, voilà, je vous ai cité le fait qu'il le temps de vol est quand même assez long, voilà. Il y a des escales bien souvent en Europe. Alors ça peut être par Londres, si vous prenez par exemple British Airways, vous faites une escale à Heathrow et puis après, voilà, ça peut aller jusqu'à Sydney, mais souvent il y a un stop, mettons, par exemple à Bangkok, pour recharger un peu en kérosène. Ça peut être des escales au Proche-Orient, en Asie, ça va dépendre des compagnies aériennes en fait que vous allez choisir. La compagnie régulière, australienne, c'est, Qantas, hein, voilà, mais vous pouvez, voilà, vraiment regarder plein de compagnies comme les Emirates en fait, c'est une compagnie de très, très bonne qualité, et moi j'aurais un conseil, ça serait d'essayer en fait les compagnies asiatiques parce qu'il y a pas mal de liens en fait avec le continent asiatique qui se trouve directement, on va dire, enfin au nord en fait, de l'Australie. Après sur place, si vous souhaitez vous déplacer, plutôt la voiture sur les petits parcours, mais sinon allez-y, vous pouvez essayer le train aussi, parce que là vous allez voir défiler en fait les paysages sous vos yeux et puis, déplacez-vous en avion, à ce moment-là si vous voulez, quitter par exemple Melbourne pour aller à Cairns ou visiter le parc national du Kakadu au nord, voilà, ou aller à Perth. Les avions en fait, voilà, sont quand même assez, fréquents. Donc une petite photo du GAN, ce train dont je vous ai, parlé. Ça, c'est le parcours en fait qu'il fait. Donc vous voyez, il part d'Adélaïde, en passant par Alice Springs. Donc, Alice Springs, en fait, c'est en plein cœur du centre rouge. Vous avez Uluru, ce, monolithe, tombé au milieu en fait, de l'État continent, qui fait, 9 kilomètres de circonférence et qui est un site rituel, aborigène. Donc jusque, dans le nord, en fait, hein, du côté de Darwin. Je vous ai mis quelques informations en fait, sur, la culture aborigène que moi je trouve vraiment très intéressante. Bon, là, il y a 2 slides, mais en fait, juste pour vous expliquer, c'est une population qui est là à peu près depuis, 40 000 ans et qui développe en fait des liens avec la nature, avec leur géographie et qui ont, donc ils ont, une aptitude à représenter ça en fait qu'on connaît d'un point de vue artistique qui est directement lié à la peinture. Ils utilisent la peinture et notamment 2 formes, par exemple, qui sont les plus connues, avec des petits points, en fait, pour représenter, en fait, leur paysage. Des petites formes symboliques, par exemple, comme une demi-courbe hein, qui va être peut-être un homme assis et cetera ou une petite spirale avec, par exemple, un ruisseau, une source d'eau et cetera et il y a aussi une autre manière pour eux, en fait, de peindre, c'est ce qu'on appelle X-ray. En fait, ça va être, en fait, les alors X-ray, c'est comment on dit en français? Les rayons X, tout simplement. J'arrive même plus à traduire un truc comme ça. Voilà et bon, c'est ce qu'on connaît en fait, de la peinture aborigène, mais en fait, toute leur, philosophie repose sur ce qu'on appelle en fait le ton du rêve. Voilà, il y a toute la cosmogonie aussi qui est prise en compte, voilà, faut vraiment, arrêtez-vous, lisez des choses en fait, sur les aborigènes et quand on est sur place, on peut les rencontrer. On les rencontre en fait, dans les parcs nationaux. Si vous alliez par exemple à Uluru en fait, en plein cœur du désert. Ils sont présents, ils travaillent, et cetera. Vous pouvez les voir dans certaines villes. Je vous ai cité par exemple Adélaïde, mais vous connaissez aussi par exemple l'utilisation, comme instrument de musique du didgeridoo, hein, qui est cet instrument en bois qui est peint, voilà, qui fait un son très long évidemment, assez, fort et dont il joue. Voilà, c'est vraiment si vous avez envie de vous intéresser à un peuple vraiment très ancien de notre planète, n'hésitez pas. Vous avez quelques informations et je vous ai cité en plus, mes sources, sur ce que je vous ai, noté en fait, sur les 2 slides, si vous souhaitez, approfondir un peu le sujet. En termes de photos, donc là, je vous ai mis, ce qui est le plus connu. Alors, au fond, vous avez en fait, Uluru, le site, ce fameux monolithe dont je vous ai parlé et juste devant, en fait, sont les Kata Tjuta. Donc ces endroits-là sont des sites sacrés, en fait, hein, pour les aborigènes. Avant, c'était même
autorisé de monter sur Uluru. En fait, les gens étaient un peu complètement fous. Ils montaient alors qu'il faisait 40 degrés. En fait, en gros, il faut se lever à 4 heures du matin pour être aux bonnes heures. Et ils continuaient à monter à cet endroit et régulièrement, des gens tombaient. Voilà, sous l'effet effectivement de cet ensoleillement au milieu du désert qui est très, très, très fort. Mais maintenant, ils ont quand même un peu mieux régulé les choses pour les touristes. Il faut quand même qu'on fasse attention au site, hein. Et là, je vous ai mis Green Island, en fait, qui est une toute petite île sur la barrière de corail, hein. Barrière de corail qui subit malheureusement en fait les effets du réchauffement climatique et qui a tendance, puisque c'est un animal le corail à blanchir, voilà. Mais c'est des endroits tout à fait, incroyables où vous pouvez aller, vous pouvez faire, je cherche encore les mots, snorkeling, c'est avec un tuba et un masque, hein. Vous pouvez observer les poissons dans 1 mètre d'eau, s'il faut, et la faune sur place est tout à fait phénoménale. Il y a aussi On peut y croiser aussi des requins, hein, tout à fait inoffensifs, hein. On connaît effectivement, la variété d'espèces de requins en Australie, qui est très, très importante. Donc voilà, c'était un petit tour très, très loin. Je me suis permis de vous emmener à l'autre bout de la planète. Je l'avais pas encore fait. Alors pour respecter un petit peu les horaires, vu qu'on a déjà, bien avancé, oui, le tuba, voilà, c'est ça. Il y a quelques informations en fait, sur l'agence, sur Travelage. Il faut, en retenir, voilà, quand j'organise en fait des séjours plutôt moi printemps, été, automne, pas encore en hiver, ça viendra un jour. Je prépare la programmation 2024. On aura justement une nouvelle destination, dans l'Hérault. Donc nous, tout n'est pas encore au point, mais si vous suivez la prochaine visio au mois de décembre, vous aurez en avant-première les Le destinations, programme. 2024. Voilà, donc c'est destiné effectivement aux personnes retraitées et on a beaucoup de confort, de sécurité, d'accessibilité, des programmes très variés, voilà, où les gens peuvent se livrer à des activités et culturelles et touristiques. Et pour les derniers qui ont voyagé cette année, en plus, il y en a qui ont fait, des baptêmes en montgolfière, hein, pour tout vous dire, hein. Voilà. J'ai Et vu on des belles va photos, moi. Ouais, 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 et on va un peu partout en France et à l'étranger. L'année prochaine, il y aura un séjour au Portugal. Ce sera pas jusqu'à Madère, mais ça sera déjà au Portugal. Voilà, et donc vous avez nos coordonnées et puis il me reste à vous remercier, voilà, pour, votre attention, vos petits mots, et je suis prêt à répondre à vos messages et à vos questions. Merci. Merci beaucoup Valérie. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction, important pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs. Donc je vous mets le lien dans la barre de conversation et puis vous le recevrez par mail. Donc n'hésitez pas à le faire cet après-midi, demain, quand vous aurez un petit moment. La diapo avec les autres projets de Movadom, donc la chaîne YouTube de Gwendoline Cotrez et de Movadom pour voir tous nos replays. Pour vous inscrire à nos prochaines visios, c'est sur movadom.eventbrite.com et puis sur le site de Movadom, vous pouvez toujours télécharger gratuitement le livre audio sur le déménagement des seniors ainsi que les podcasts qui sont des témoignages toujours très intéressants. Merci à tous pour vos messages. Merci encore au département du Val-de-Marne et à la conférence des financeurs. Merci à la CNSA. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com et merci beaucoup Valérie. Avec plaisir. Et alors, j'ai oublié de vous dire, la prochaine vidéo, c'est jeudi à 14h30, il me semble. Alors, ça sera beaucoup moins rigolo, beaucoup moins exotique. Il y aura C'est moins de comment neige. faire. Il y aura moins de neige. Ah bah quoique, il peut y Je avoir ne des sais pas larmes quel par est le contre. thème. Voilà, comment faire face au deuil. Voilà. Voilà, bon, bah, À écoutez. très bientôt, merci.